What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà pour vous expliquer un peu le contexte, l'année dernière, j'ai vraiment filmé beaucoup de rushs sur la même semaine. Et ensuite, j'avais prévu de publier au fur et à mesure des semaines. Bon, il y a beaucoup de rushs qui sont pas sortis. Et du coup, je les reprends petit à petit. Et il y a une vidéo qui porte sur la mobilité. Donc à la fois des explications sur c'est quoi, mais aussi des petits tips, des petits conseils. Et puis bah voilà, pour que vous ayez un peu toutes les clés en main pour comprendre ce charabia, selon moi, administratif et dans le langage et tout. Donc voilà, pour ça, je vais avoir besoin d'aide parce que je ne connais pas tout. Et donc j'ai interrogé l'année dernière Madame Gorostidi, qui va un peu vous expliquer aussi. Et puis parfois, ben, vous allez me voir dans la vidéo parce que bah, il y a des petites questions que je vais poser en mode hey, je vous pose les questions par rapport à aujourd'hui, mais en même temps, c'est pas moi qui y réponds, c'est Madame Gorostidi qui l'a dit l'année dernière. Bonjour, je suis Delphine Gorostidi, administratrice de la coopération internationale à Sciences Po Bordeaux. Mon job principal, c'est de faire des partenariats avec les universités à l'international et aussi de gérer les étudiants qui vont partir en mobilité académique. Bon alors, je sais pas si ça a changé, enfin si maintenant je le sais, mais quand même, si ça a changé par rapport à mon année, mais en tout cas la sélection, ça se faisait notamment par le biais de nos galops, donc les 3 premiers galops du premier semestre. Donc c'était les langues, les 2 langues, et puis aussi du coup je crois que c'était soit culture G ou études politiques. Et ensuite, on avait aussi les résultats par rapport à l'IELTS, donc on ne pouvait pas s'inscrire pour dire je vais aller dans tel ou tel pays si on n'avait pas tel score au niveau de l'IELTS. Est-ce que ça a changé? Don't know. Alors, la sélection, on a un système qui est basé sur deux grands axes, on va dire. C'est le classement en mobilité actuellement, donc c'est 3 cours d'amphi et 2 cours de langue, donc la langue anglaise et la LVB qui change selon chaque étudiant. Donc on fait une moyenne de tout ça, ce qui nous fait un classement mobilité. Ensuite, les étudiants font des vœux de destination via un portail en ligne et nous, on regroupe ces deux axes-là. Donc l'étudiant ou l'étudiante qui est premier ou première du classement a forcément son premier vœu, et ainsi de suite. On peut mettre jusqu'à combien de vœux? Alors on peut mettre jusqu'à 30 vœux, on a limité quand même à 30 pour pas non plus avoir des vœux illimités, mais généralement on voit que la plupart des étudiants font entre 5 et 15 vœux la plupart du temps. Il n'y a pas de vœux minimum. Si l'étudiant veut faire qu'un seul vœu, il n'y a aucun souci, l'étudiant ne fait qu'un seul vœu. Et donc ça veut dire un vœu, un pays ou alors un vœu, une université? Un vœu, une université, voire même un vœu, un département d'université. Dans certaines universités, on a plusieurs départements partenaires. Je pense notamment à l'université de Bergen en Norvège, on a 3 départements partenaires, ce qui augmente les chances. Si on veut absolument aller dans cette université-là, on peut mettre 3 vœux. Et par contre, il y a assez de place pour que tout le monde parte? On a bien plus de place que le nombre d'étudiants pour permettre déjà à tous les étudiants d'avoir une place, mais aussi à tous les étudiants de quand même pouvoir faire un choix. On n'oblige personne à partir dans une université parce qu'il nous restait 7 places et 7 étudiants, et donc voilà, on les met ensemble. Ça, pas du tout. Le but, c'est vraiment d'avoir un nombre de places bien plus élevé que le nombre d'étudiants. Il y en a qui pourraient se dire, dans ces cas-là, je vais mettre seulement 3 vœux, j'aurai forcément un des 3. Non, effectivement, vous pouvez mettre 3 vœux, il n'y a aucun souci, mais il arrive régulièrement que des étudiants n'aient aucun de leurs vœux parce que le hasard du sort fait que quand on arrive à leur niveau dans le classement de mobilité, bah, tous leurs vœux ont déjà été pris. Alors là, 2 solutions. Soit l'étudiant il nous dit moi je veux faire une mobilité France si j'ai aucun de mes vœux parce que c'était vraiment ces vœux là que je voulais, ou une mobilité France. Soit l'étudiant, moi je le reçois et on voit ensemble quelles sont les destinations qui restent, qui pourraient lui convenir. Là encore, aucune obligation. On ne va pas obliger un étudiant à aller dans une destination qui ne lui plaît pas du tout. Voilà, on trouve une destination ensemble. Mais alors vous allez me dire, ok, trop bien si on part à l'étranger et tout, mais si je ne veux pas aller à l'étranger, est-ce possible? Alors en effet, on n'oblige absolument pas les étudiants à partir à l'international s'ils n'ont pas envie, s'ils ont un projet professionnel bien défini. Il y a une mobilité qui peut se faire en France, mais pas à Sciences Po Bordeaux parce qu'il n'y a pas d'année de cours proposés. Voilà, ça peut se faire n'importe où en France.
à condition que l'université ou l'école choisie soit bien reconnue officiellement et délivre 60 crédits ECTS à la fin de l'année. Il faut que le choix de l'université ou de l'école soit validé par la direction des études. Et ensuite, c'est comme une mobilité à l'international. Voilà, on va dans ce nouvel environnement, découvrir là aussi de nouvelles choses, de nouvelles façons d'apprendre, de nouveaux domaines, de nouvelles personnes, souvent une nouvelle ville. Donc ça reste une mobilité à part entière. Et oui, Mobilité France, c'est possible. Et ça, c'est Raphaël qui vous en parlera. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, on attend. Parce que là, déjà qu'elle va être très longue. Vous allez m'en vouloir, même s'il y a les petits chapitres en bas. Donc, la prochaine. Bon, pic de stress, ok d'accord, il y a une sélection, mais concrètement, comment je peux savoir et comment je peux me situer par rapport aux autres étudiants? Moi, je me rappelle, c'était vraiment la galère parce que je me disais, de toute façon, je vais pas demander d'aller dans cette destination. J'ai aucune chance. Genre, un peu des stratégies de, attends, qu'est-ce que je mets en vœu 1 pour que ça passe? Mais en même temps, si je m'y suis là, est-ce que du coup, il y aura toujours de la place dans lui et ci et ça? Enfin bref, est-ce qu'en gros, il faut faire des stratégies? Au moment où nous, on fait la sélection, les étudiants ne connaissent pas leur classement. Néanmoins, moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est vraiment de ne pas faire de stratégie, parce qu'il n'y a pas de stratégie à avoir quand on arrive sur la fiche de vœux de l'étudiant. Tant qu'on ne lui a pas trouvé un vœu, on ne passe pas au suivant. Donc la stratégie, c'est vraiment de mettre en premier ce qu'on veut absolument. Et s'il n'y a plus de place, l'étudiant, il ne l'aura pas, mais ce serait dommage de passer à côté. Bon, avec du recul, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, peu importe la destination dans laquelle tu vas aller, tu vas revenir et tu auras juste appris, grandi et que c'est juste trop bien. Donc en fait, fais juste en fonction de tes vœux, de tes choix, de ce que tu penses qui va te plaire. Essaie de te renseigner par rapport aussi à tous les dossiers, tous les anciens témoignages, ça aide énormément. Et puis peut-être aussi en fonction des matières qui peuvent être étudiées là-bas. C'est un point, on va dire, qui peut être aussi pas mal à étudier avant d'y aller pour justement bien étudier. On n'étudie pas trop en mobilité, clairement. Vous n'y allez pas forcément pour ça. Mais toujours est-il que ça peut vous permettre de faire au moins votre premier choix au départ. Mais en vrai, mon seul conseil, c'est juste vous choisissez ce que vous voulez. Et au pire, si vous savez votre vœu, genre, je sais pas, 5, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est là-bas que vous devez aller et que vous allez vivre un truc de dingue. Donc voilà, juste faites-vous confiance et faites confiance à l'univers, je sais pas moi. Et donc ça rejoint une autre de mes questions, c'est concrètement comment je sais où je veux aller. Alors, on a quelques aides, on va dire. On demande chaque année aux étudiants qui sont actuellement en mobilité de faire des témoignages. Donc, ils écrivent plus ou moins longtemps sur leur destination. Donc, il y a certaines choses qu'on demande absolument, le coût de la vie, les logements, les cours. Et puis ensuite, les étudiants peuvent broder ou pas sur la destination. Donc ça, c'est disponible pour tous les étudiants de Sciences Po Bordeaux, c'est sur notre ENT et c'est mis à jour tous les ans. Ensuite, on organise aussi en novembre, voire début décembre, un forum international. Donc tous les étudiants de retour de mobilité, généralement dans la 3e année, tiennent des stands par destination. Et ça permet aux étudiants de première année d'aller leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Après, nous, on est là aussi, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de voyager dans toutes les destinations qu'on peut avoir, donc j'en connais certaines, mais pas toutes. Mais on peut répondre aussi à certaines questions, et forcément, les partenaires aussi sont disponibles si besoin. Et on entend souvent dire quelque chose, c'est de toute façon, t'inquiète pas, on aura toujours dans nos 3 premiers vœux. Vrai? Faux? C'est impossible à savoir, ça dépend des années. Mais du coup, tant qu'on n'a pas fait la sélection, même nous, on ne le sait pas. Là, cette année, c'est une demi-promo qui va partir à cause de la transition. Et je pense qu'il y a 95% des étudiants à peu près qui ont eu dans leurs 3 premiers vœux, ce qui est absolument énorme. Généralement, on a 70% d'étudiants qui ont dans leurs 3 premiers vœux. Ça reste plutôt correct. Mais ça va dépendre d'une année à l'autre. S'il y a une année, tous les étudiants décident de mettre sur leur fiche de vœux la même destination, forcément, ça ne va pas être possible. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans les vœux. Moi, j'ai envie de répondre à cette question, c'est est-ce qu'on a vraiment dans nos 3 premiers vœux? On s'en fout.
On s'en fout littéralement. On a une opportunité de partir à l'étranger dans plusieurs pays. Si dans tes choix, tu as mis des destinations qui peuvent te plaire, c'est que déjà, c'est un super bon point. Et puis, juste, ouais, tu vas kiffer. Et je pense que tu reviendras et tu diras, bah en fait, c'est là-bas que je devais aller. Tu as vraiment grandi. C'est vraiment la chose que je retiens, c'est que je suis revenue en étant une autre personne. Ou en tout cas, j'ai vu de Andrea avant, après, pendant, ça fait 3. Eh. Une autre question, c'est est-ce qu'on part forcément avec quelqu'un de l'IEP? Pas du tout. Il y a certaines destinations où de toute façon il n'y a qu'une seule place. Donc déjà c'est sûr et certain, vous partez tout seul. Alors tout seul de Sciences Po Bordeaux, hein, vous allez retrouver plein d'autres gens là-bas. Et ensuite, c'est un peu la chance ou pas de savoir est-ce que quelqu'un d'autre aura cette destination. Certaines destinations sont quand même très très demandées, donc on peut se douter que si on l'a, on ne sera pas tout seul. Alors moi, du coup, je suis partie au Royaume-Uni et ma question, c'est est-ce que le Brexit a eu un impact par rapport au partenariat, par rapport à la vie étudiante là-bas? Et si oui, lesquels? On s'est demandé ce que ça allait donner, mais finalement pas tant que ça, parce que Erasmus, la commission, a mis en place une possibilité de faire des partenariats Erasmus avec des pays tiers. Et donc nous, on a pris cette possibilité-là pour continuer nos accords Erasmus avec les pays du Royaume-Uni, ce qui nous permet de continuer à donner des aides Erasmus aux étudiants qui partent au Royaume-Uni. Par contre, le contraire n'est pas vrai. Les étudiants britanniques ne peuvent pas recevoir d'aide Erasmus. Alors, ils ont un nouveau programme qui s'appelle Turing, mais qui, pour l'instant, en tout cas, les aides sont quand même moindres que ce que les étudiants recevaient avec Erasmus. Donc, à voir sur le long cours si ça diminue le nombre d'étudiants britanniques qui vont venir en France. Le Brexit a aussi obligé d'avoir un visa pour partir étudier 1 an. Quand c'est 6 mois, il n'y a pas besoin. Quand c'est 1 an, il y a besoin d'un visa étudiant. Et entre le visa étudiant et l'assurance médicale obligatoire, ça revient à peu près à 1 000 € supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait avant. Et là, petit tips, parce que moi, du coup, je suis partie en Angleterre. Si jamais vous n'utilisez pas le système de santé, vous pouvez demander à être remboursé. Donc, ne soyez pas malade. Ouais, c'est vrai que moi, du coup, je ne suis pas tombée malade là-bas. Par contre, en France, c'est pas la même. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Les cours et les ECTS, comment ça fonctionne à l'étranger? Aussi, il y a une petite question concernant, en fait, il y a la distinction entre les sciences sociales et les sciences politiques. Comment on fait ce choix et qu'est-ce que ça implique derrière? Alors, nous, ce qu'on demande à nos étudiants qui partent en mobilité, c'est de suivre des cours en sciences sociales, parce que ça fait partie intégrante de leur scolarité. On ne peut pas partir et puis faire des cours vraiment qui n'ont absolument rien à voir du tout avec Sciences Po. Mais sciences sociales, c'est quand même hyper large. Et nous, on a fait ce choix-là parce qu'on estime que la mobilité, c'est une année où on découvre. Alors, on découvre une nouvelle culture, on découvre une nouvelle vie, on découvre de nouvelles personnes, mais on découvre aussi de nouvelles façons d'apprendre et peut-être de nouveaux domaines qu'on n'a pas encore eu, surtout actuellement quand les étudiants partent en deuxième année. Le nombre de cours qu'ils ont eu en première année reste limité. Ça permet, cette année de mobilité, de s'ouvrir à de nouvelles choses et peut-être d'affiner, de revoir son projet professionnel si on en a déjà un. Il y en a plein qui n'en ont pas du tout encore en première année, c'est pas grave. Mais justement, ça donne de nouvelles idées. Et c'est vrai que parfois, on a des retours d'étudiants qui nous disent moi, je voulais faire ça avant, et en fait, pas du tout. Voilà, j'ai découvert autre chose qui me plaît beaucoup plus. Et donc au niveau des cours, il y a quand même une partie où on peut en choisir. Oui, alors, dans chaque université, en fait, vous partez et vous faites un peu un pick and choose, on va dire. Donc, vous pouvez prendre un cours de première année, de deuxième année, de troisième année. C'est pas comme quand vous inscrivez à l'université en France où vous faites le parcours histoire et voilà, votre emploi du temps est déjà fait. Là, en mobilité, c'est à vous de créer votre emploi du temps en choisissant les cours qui vous intéressent parmi ceux dispensés en sciences sociales. On autorise aussi les étudiants à prendre un quart de leur cours hors sciences sociales, ce qui là encore permet une autre ouverture, des cours de sport quand on a envie de se défouler, des cours de langue, des cours de complètement autre chose, on a eu de l'architecture, on a eu de tout, voilà, pour garder cet aspect découverte. Et alors, il y a combien de CTS à valider? Quand on part en Erasmus, il y a 60 CTS à valider sur l'année. Ça, c'est la même chose partout en Europe.
Par contre, hors Europe, il n'y a pas de système harmonisé. Donc nous, à chaque fois qu'on crée un partenariat avec une université, on parle avec eux pour voir quelles sont leurs attentes à eux, pour leurs étudiants, et voir ce que ça peut donner pour nos étudiants. Et donc on donne aux étudiants en début d'année le nombre de cours qu'ils vont devoir valider pour avoir leur année. Alors, on ne l'espère pas, je ne vous le souhaite pas non plus, mais si jamais il y a des rattrapages ou qu'on ne valide pas notre année, comment ça se passe? Ça va dépendre de l'université partenaire déjà. Certaines proposent des rattrapages, plus ou moins facile d'accès, on va dire. Si le rattrapage est très près de après la fin du semestre, l'étudiant peut décider de rester sur place et faire son rattrapage. Si l'étudiant doit revenir sur place pour faire un rattrapage après plusieurs semaines où il est rentré en France, déjà c'est difficile en termes de coûts financiers. Tout le monde ne va peut-être pas pouvoir le faire. Et certaines universités ne proposent pas du tout de rattrapage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tient des délibérations. Alors, normalement, dans les années classiques, on va dire il y a une délibération en fin d'année. Nous, on va tenir pour la mobilité plein de délibérations parce que les notes vont arriver de façon un petit peu saccadée pour chaque étudiant parce que dans le monde, tout le monde ne va pas éditer les notes au même moment. Donc nous, on tient ces délibérations-là. Pour un étudiant qui n'aurait pas validé son année, on va vraiment analyser son dossier et voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Soit l'étudiant il passe en année supérieure, soit l'étudiant passe en année supérieure avec travail supplémentaire, soit l'étudiant va être amené à redoubler son année de mobilité et auquel cas ce sera une mobilité à effectuer en France. Alors moi, quand j'étais en première, j'ai eu l'opportunité de partir avec mon lycée en Nouvelle-Zélande. Donc c'était avec des options, etc. Et c'est vrai que c'était aussi un de mes critères quand j'avais fait mes demandes pour les instituts d'études politiques. C'était de savoir s'il y avait une opportunité pour retourner là-bas. Et donc ça revient à une de mes questions, c'est est-ce qu'on peut vraiment partir partout en année de mobilité au sein de cette IEP? Alors, on peut partir quasiment partout. On n'a malheureusement aucun partenariat en Océanie. On essaye régulièrement, tous les ans, de contacter des universités en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais ils ne sont pas du tout mobiles, leurs étudiants. Ils ne veulent pas partir, eux ils partent une fois qu'ils ont fini leurs études. Donc pour faire des échanges, c'est compliqué. Généralement, ils nous disent qu'ils veulent bien recevoir nos étudiants, mais à condition qu'ils payent les frais de scolarité. Donc ça perd un petit peu tout l'aspect accord et échange. On a aussi, malheureusement pour l'instant, peu d'universités partenaires en Afrique. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel on envisage de travailler depuis. D'ailleurs, voilà, on y pense de façon assez régulière. Mais là aussi, c'est pas forcément très facile pour créer des accords avec des universités intéressantes pour nos étudiants. Donc voilà, c'est tout un travail qui se met en place. Et alors maintenant, donc moi je vais plutôt renseigner sur ça, mais il y a des universités qui sont plus exigeantes aussi, pour lesquelles on devra plus travailler au cours de l'année. Quelles sont un peu les mobilités qui sont très compliquées ou complexes en tout cas à intégrer par la suite? Alors, on sait que certaines universités sont plus exigeantes que d'autres. Généralement, ça va vite se savoir quand les étudiants seront là en première année et le bruit court. On a certains étudiants tous les ans, on le voit sur la fiche de vœux, qui ne demandent que des universités très renommées. Donc en fait, c'est assez facile de le voir. Une université, quand elle est bien classée dans les classements, forcément, ça va être une université assez exigeante en termes de travail. Voilà. Les témoignages permettent aussi de comprendre un petit peu ça. Est-ce que l'université demande un travail très conséquent ou pas? Généralement, à Sciences Po Bordeaux, le travail de toute façon est assez conséquent. Donc on s'aperçoit que pour nos étudiants, très rares sont les destinations où le travail demandé est plus conséquent que celui de Sciences Po Bordeaux. Mais il faut rajouter aussi l'aspect langue qui, surtout en début de mobilité, rajoute un travail supplémentaire et une fatigue supplémentaire parce que de travailler toute la journée dans un environnement qui n'est pas notre langue maternelle, à la fin de la journée, souvent on est cassé. Et il y a une sélection particulière, il me semble, pour certaines universités, notamment aux États-Unis. Alors oui, on a un programme avec le Centre de Californie, basé ici à Bordeaux, qui permet un accord avec 9 universités californiennes très renommées. Mais comme la sélection est gérée par ce Centre de Californie, les dates ne sont pas du tout les mêmes. Donc dès le début d'année, moi j'envoie un mail à tous les étudiants de la promo pour leur expliquer tout ça, faire une première réunion
pour voir qui serait intéressé. Et là, ensuite, on fait des entretiens. Alors d'abord, il y a dossier papier, puis ensuite, on fait des entretiens en anglais, parce que oui, ce programme-là, il est assez demandé et demandeur. Bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'IELTS. Mais oui, l'IELTS, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Donc, comme je l'ai expliqué, pour choisir les destinations, c'est le classement et les vœux des étudiants. Mais ces vœux-là, les étudiants doivent absolument prendre en compte les niveaux de langue demandés par les universités partenaires. C'est eux qui décident, en gros, du niveau qu'il faut avoir pour que l'étudiant puisse valider ses cours et puisse suivre sereinement ses cours. Pour toutes les universités anglophones, il y a un niveau demandé à l'IELTS, donc qui est un certificat officiel, un test géré par le British Council, et que nous on fait passer dans nos murs pour faciliter en fait le passage de ce test auprès de nos étudiants, qui est actuellement entièrement remboursé aussi aux étudiants. Donc ça ne vient pas jouer sur quelle université on va vous attribuer, mais ça vient jouer sur lesquelles vous pouvez mettre sur votre fiche de vœux, parce que bien sûr si vous n'avez pas le niveau requis, eh ben, vous pouvez tout simplement pas partir là-bas. Ça vaut pour l'IELTS, ça vaut aussi pour d'autres langues, mais par contre pour les autres langues, il n'y a pas de certificat officiel requis. On demandera une attestation du professeur de la langue concernée. Et en fonction des langues, si par exemple je fais, on va dire, j'apprends l'espagnol, je peux partir en Allemagne? Si vous parlez allemand, oui, c'est parfois le cas, des étudiants qui parlent plusieurs langues, mais non, en effet, pour les destinations comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, généralement, il va falloir avoir un niveau de langue minimum de B1, B2 dans la langue du pays d'accueil, parce que les cours se font dans cette langue-là. Alors maintenant, il y a certaines destinations, notamment en Allemagne, qui se sont dotées de plus de cours en langue anglaise, pour permettre aux étudiants justement d'aller là-bas sans forcément parler allemand. Ça c'est le cas pour les langues, pour toutes ces langues que je viens de citer. Par contre, pour toutes les langues plus rares, que ce soit le japonais, le coréen, l'estonien, l'islandais, on n'a pas besoin de parler du tout la langue du pays pour pouvoir partir dans le pays. Tous les cours se font en anglais. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé du charabia administratif, mais est-ce qu'on a de l'aide pour faire tous ces dossiers pour partir en mobilité? On essaye au maximum d'apporter une aide. Selon chaque université, le dossier ne sera pas du tout le même, plus ou moins lourd. Il y aura de toute façon des démarches administratives à faire. Ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi du gain de maturité de l'étudiant, de l'étudiante dans cette année de mobilité. Souvent pour des universités européennes, voilà, ça reste assez léger, assez basique. Pour des universités hors Europe, déjà, il faut avoir un passeport, il faut faire un visa. Ça a des coûts supplémentaires déjà, et puis ça demande un travail supplémentaire. Parfois, les universités demandent des preuves de santé, être sûr que l'étudiant va bien. Voilà, ça peut être assez divers et varié. Mais oui, nous, on suit l'étudiant. Moi, je vais de toute façon envoyer un mail à chaque université pour dire voilà les étudiants qu'on va vous envoyer. Et ensuite, j'écris aux étudiants pour leur dire voilà ce qui va se passer ensuite. Je suis disponible s'ils ont des questions. Je suis disponible pour donner des documents. Après, c'est quand même aussi à chaque étudiant de faire les démarches. Ça se passe comment, le coût de la vie là-bas? Est-ce que c'est pareil pour toutes les universités, etc. Est-ce qu'on doit payer pour les universités? On fait partir nos étudiants chez des partenaires. Ça veut dire qu'avec chacune des universités qu'on propose, on a signé un accord, ce qui permet à l'étudiant de partir sans avoir à payer des frais de scolarité dans cette université-là, ce qui est plutôt très positif, notamment quand on passe aux frais de scolarité au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui peuvent être extrêmement élevés. L'étudiant, tout ce qu'il a à payer, c'est par contre ses frais de scolarité annuels à Sciences Po Bordeaux. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on est aidé financièrement par l'IEP? Effectivement, l'année de mobilité, elle peut être assez onéreuse ou pas. On ne va pas se mentir, ça va dépendre de la destination. On a des destinations qui sont relativement peu chères par rapport à la France. On en a d'autres, on sait que le coût du loyer, le coût de la nourriture, le coût de la vie en général va être beaucoup plus élevé. Donc ça, il faut le prendre en compte dans ses choix de destination. Il y a aussi forcément le coût du voyage. Quand on va dans une destination qui est très proche de Bordeaux, généralement, le coût du voyage va être moindre par rapport à quelqu'un qui va partir au Japon, par exemple. Ensuite, on a un système d'aide à la mobilité. Donc, un certain nombre d'étudiants, pas tous, je précise,
vont recevoir une aide plus ou moins grande pour leur année de mobilité. Donc il s'agit d'un certain montant qu'ils vont recevoir pendant leur année de mobilité pour les aider à faire face. Et au niveau des aides également, si par exemple je suis en aide mobilité et je veux revenir pendant 1 mois, 2 mois en France pour des vacances ou quoi que ce soit, est-ce que l'aide est un petit peu réduite? Comment ça se passe? Alors en fait, l'aide elle est calculée sur le temps entre le début et la fin de l'année scolaire. Nous, donc ça fait généralement entre 8 et 10 mois. On est assez limité à 10 mois, donc pour les étudiants qui vont partir notamment en Amérique latine, dont les semestres sont inversés, qui vont avoir 2-3 mois de vacances entre les 2 semestres à Noël à peu près, de toute façon, ils ne vont pas avoir une aide sur 12 mois, ils vont commencer en juillet, ils vont finir en juillet, l'aide elle ne peut pas courir sur 12 mois, on ne peut pas faire ça. Donc, oui, ils peuvent rentrer pendant les congés, parce que de toute façon, leur aide, elle ne couvre pas tout, parce qu'on sait qu'il y a des vacances entre. Des dates, ça dépend en fonction des pays ou c'est... Exactement, ça dépend des pays, ça peut dépendre des universités, généralement c'est assez harmonisé dans les pays. Pays de l'hémisphère sud, souvent les cours vont commencer entre juillet et août, donc il faut le garder en tête, notamment si on veut faire un stage ou un job étudiant pendant l'été. Et en Europe ou hémisphère nord, c'est relativement similaire à nous, sauf certaines destinations, je pense au Japon, je pense à l'Allemagne, qui eux vont commencer plutôt en octobre, voire un petit peu tard en octobre, ce qui veut dire qu'ils vont finir souvent en juillet de l'année suivante. En plus de la vie là-bas, il y a autre chose, c'est les logements. Est-ce qu'on doit forcément trouver par nous-mêmes? Est-ce qu'il faut qu'on passe par les anciens étudiants? Est-ce qu'on doit faire des colloques? Est-ce que c'est forcément des campus, etc. J'avoue que là, Ça, les logements, l'aide, elle est donnée par l'université d'accueil, parce qu'en fait, nous, on ne peut pas connaître les capacités de logement de nos 150 et plus partenaires. À chaque fois, voilà, dans un échange, c'est ça le deal, j'ai envie de dire, sur les accords, c'est l'université qui accueille, qui doit aider les étudiants autant que possible à trouver un logement. Certaines universités proposent des logements en résidence universitaire, qui n'ont rien à voir avec nos résidences du Crous, déjà qui sont gérées directement par les universités, donc il y a plus de place que ce que nous on peut avoir avec le Crous ici en France. Mais certaines universités n'ont pas du tout ça et c'est à chaque étudiant de trouver son propre logement. On va pas se mentir, des fois c'est compliqué. Crise du logement à Bordeaux, crise du logement dans plein d'autres villes dans le monde, donc il faut pas s'y prendre au dernier moment. pour ma part, j'étais dans un campus de 30 000 étudiants. C'était trop bien et du coup il y avait toutes les écoles, il y avait une grande salle de sport, je crois que j'ai passé ma vie là-bas. Enfin c'était trop bien, il y a un grand stade, t'as tous les supermarchés aussi aux alentours donc c'était très cool. Ceux qui veulent aller à Bristol, en vrai je vous conseille de rester sur le campus parce qu'en plus même si on se dit qu'on va payer moins cher au niveau du logement en plein centre-ville, en vrai il y a quand même pas mal de temps le matin enfin même le soir pour y aller en centre-ville et donc revenir. Le bus ça coûte super cher. Pareil, il y a des applications pour essayer d'estimer un peu les prix. Donc voilà. Et puis, en vrai, ouais, non, le campus, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai apprécié, vraiment. Donc voilà, c'est mon petit conseil pour ceux qui veulent aller à Bristol. Et alors moi, il y a une autre question qui me tient vraiment à cœur parce que même si c'est enfin, cette année de mobilité, elle m'a vraiment apporté, elle m'a beaucoup aidée. Il y a aussi des moments où j'ai été en difficulté, soit sur le plan moral, enfin bref, de manière générale, c'est pas toujours facile d'être loin de ses proches, de ses habitudes, de ses amis, enfin de son quotidien. Et on peut être déstabilisé et parfois ça peut être aussi très douloureux à vivre au quotidien. Je suis étudiante relais santé interne, donc du coup cette question me tient aussi à cœur. C'est si l'année de mobilité se passe mal, comment ça se passe? Est-ce que je dois en parler? Si oui, à qui? Comment ça... Enfin, ouais, concrètement, quelles sont les possibilités si je suis dans ce cas-là? Alors, nous, on reste disponible autant que possible par mail, par téléphone. On peut faire des réunions, des meetings en Zoom aussi. Et bien sûr, notre psychologue de Sciences Po Bordeaux reste aussi disponible, peut tout à fait être joignable. Là aussi, elle fait des sessions Zoom avec des étudiants qui sont en mobilité. Si vraiment ça ne se passe pas du tout bien et que l'étudiant veut rentrer, on peut faire ce qu'on appelle une neutralisation d'année sur dossier médical. Et donc l'étudiant ne finit pas son année de mobilité. Par contre, il devra en refaire une en France ou à l'étranger
parce que à terme, il faut quand même avoir validé ces 60 crédits ECTS de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée en début de mobilité parce que voilà, les premières semaines, en vrai, moi, je les ai pas très bien vécues. Je me suis retrouvée dans une coloc avec des Anglais qui mangeaient tout le temps dans leur chambre, qui étaient jamais là. Et je me suis dit, bah, comment je vais faire pour rencontrer du monde? Je vais être toute seule toute l'année, ça va être compliqué. Enfin, franchement, c'était difficile sur ça. Et je voyais aussi d'autres personnes qui envoyaient toutes leurs photos, leurs vidéos sur les réseaux, qui partaient en voyage partout, qui vivaient un peu leur best life. Mais juste, je trouve que c'est hyper important de se rendre compte que c'est pas parce que toi, au départ, tu le vis pas forcément très bien, que ton une mobilité entière va être comme ça. C'est aussi des moments où bah, parfois on va montrer des moments qui sont géniaux, mais on va pas forcément montrer des moments où ça va pas, quoi. Et ça, pour moi, c'est très important de le rappeler, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'entièreté de la vie de la personne. Il y a beaucoup de positifs qui est mis en avant via les réseaux sociaux et encore plus durant notre année de mobilité parce que pour nous, ça nous paraît grandiose. En fait, on rencontre de nouvelles personnes, on voit de nouveaux paysages, enfin, tout est nouveau et du coup, tout est beau, tout est rose et on va partager ces moments-là moins les difficultés. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes aussi qui les partagent et qui les véhiculent, mais il y en a des difficultés et ça on va pas forcément les voir. Sauf qu'en début d'année, bah moi j'étais un peu en mode ah tout le monde vit bien sa mobilité, ah tout le monde a trouvé ses copains, ah tout le monde voyage. Moi j'étais en mode bah pas moi. Moi ma coloc, les Anglais ils mangent dans leur chambre et je suis toute seule. Donc ça voilà, c'est pour rappeler que bah, ce que tu vois par rapport aux autres, même toi, il y a des fois tu vas partager des choses où, waouh, trop beau, et en fait, bah, tu as vécu des moments difficiles. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Et puis, c'est pas parce que ton début d'année se passe pas comme tu le veux que ça sera comme ça tout le temps. C'est pas vrai ça. Tu vas avoir à un moment donné, je sais pas, en faisant une activité ou quelqu'un dans un cours et après, hop là, ça va créer une amitié. Enfin, franchement, foncez. Et puis, si jamais vous voyez qu'en fait, je sais pas moi, vous n'arrivez pas à vous dire ah j'ai pas trouvé mon partenaire, je sais pas pour aller voyager dans tel ou tel pays, faites comme moi, partez seul. Partez seul, c'est pas grave, enfin tu vas pas attendre les autres, hein. Si toi t'as envie d'y aller, tu fonces. Tu verras, ça se trouve en plus là-bas tu rencontreras du monde. Moi j'ai rencontré du monde en voyageant. Enfin franchement, donne-toi tous les moyens de vivre tous tes rêves. Voilà. Et aussi, il y a une petite nouveauté, je suis en train d'y penser, mais quand on part en année de mobilité, désormais, on peut également faire un stage. Exactement. On a les premiers qui vont faire cette mobilité mixte. Premier semestre académique, second semestre stage. Ça va commencer dès l'année prochaine. Donc là, pour l'année prochaine, on a 3 étudiants qui ont décidé de faire ça. Ça reste limité. Nous, ça nous permet aussi de tester ça. Alors, c'est pas parce qu'on a voulu limiter, hein, c'est le nombre d'étudiants qui ont candidaté, qui nous ont fait un dossier. Leur dossier était bon, parce que c'est ça aussi, il faut faire un dossier. Et tous les dossiers ne seront pas forcément acceptés. Là, ça a été le cas. Mais voilà, on ne peut pas dire que ce sera le cas à chaque fois. Donc voilà, on va découvrir ça en même temps que les étudiants. Donc ces étudiants-là sont suivis par notre service de relations internationales pour le premier semestre académique et ensuite par le service des stages pour leur second semestre. Et ça, par rapport au dossier, en fait, c'est un algorithme qui s'occupe. Alors là, pour le coup, pas du tout. C'est vraiment un dossier à remplir et on est toute une commission à le lire. Là, il ne s'agit plus du tout d'algorithme. C'est vraiment notre but de voir les arguments de l'étudiant, voir si l'étudiant semble prêt à effectuer cette mobilité qui demande quand même un peu plus de travail. Voilà, voir le pourquoi du comment et est-ce que ça paraît faisable, est-ce que ça paraît intéressant d'effectuer cette mobilité mixte. Mais par contre, est-ce que ça a un impact sur le choix du pays? Alors, on leur demande autant que possible d'effectuer leur stage dans le même pays que celui où ils vont faire leur mobilité académique, notamment pour des raisons environnementales, de ne pas bouger à travers le monde entier. Voilà, Sciences Po Bordeaux est dans une vraie démarche développement durable actuellement. Donc on essaye de sensibiliser les étudiants là-dessus. Et quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine. En tout cas, à bientôt.